Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mardi 6 juin. Le gouvernement de la RDC revient sur le voyage du président Tshisekedi et de sa délégation en Chine. À en croire Christophe Lutundula, Nicolas Kazadi et Patrick Muyaya, ce voyage ne s'est résumé pas seulement à la renégociation du contrat chinois. À la une également, le projet de loi sur la répartition des sièges a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'était sans l'opposition parlementaire. Et puis, à l'international, la loi de finances au Cameroun connaît une légère hausse. Elle passe de 6 345 milliards de francs CFA à 6 726 milliards de francs CFA. Bonsoir à tous. Il ne faut pas réduire la visite d'État que le président Félix Tshisekedi a effectuée avec une importante délégation en Chine au contrat chinois. C'est ce que laissent entendre Christophe Lutundula, Patrick Muyaya et Nicolas Kazadi, respectivement vice-premier ministre, ministre en charge des Affaires étrangères, ministre de la Communication et ministre des Finances devant la presse. En revanche, la révision de ce contrat n'est pas du tout exclue, expliquent ces membres du gouvernement. Les détails dans ce récit de Fiston Oleko. Alors que le débat sur le contrat chinois signé en 2009 avait refait surface dans l'opinion nationale avant et pendant le voyage du chef de l'État en Chine, mais le gouvernement qui a été fortement représenté lors de cette visite dit le contraire. Le contrat dit du siècle n'était pas à l'ordre du jour. Il y a eu des spéculations qui ont été faites avant le départ, tendant à réduire la portée de cette visite historique à la renégociation, à la discussion autour du contrat. Ce n'était pas le cas. Que nous ne sommes pas partis en Chine pour des négociations portant sur des contrats. Le ministre des Finances vous donnera le cas échéant plus de précisions sur cet aspect. Mais oubliez les négociations en ce qui concerne notre voyage qui a précédé la visite d'État du président en Chine. Rappelons que 4 mémorandums d'entente ont été signés lors de cette visite, notamment sur l'écologie, en matière d'information, sur le numérique, mais aussi sur la croissance verte et un accord de coopération entre les deux chaînes nationales de télévision, la CGTN et la RTNC. En ce qui concerne la convention sino-congolaise, le gouvernement congolais ne met pas de côté la possibilité d'une renégociation. Peut-être qu'il faut aussi souligner un mot-clé qui est revenu souvent dans les discussions qu'on a eues, c'est celui de coopération pragmatique. C'est un mot qui a été repris plusieurs fois par la partie chinoise et qui traduit notre souhait. C'est que dans la manière de mettre en œuvre cette coopération, nous devons faire un effort pour être pragmatique, pour bien répondre aux problèmes, pour bien toucher les objectifs que nous poursuivons. Et c'est dans cet esprit d'ailleurs que nous sommes en train de revoir la convention avec SICOMIN, toujours dans un esprit de pragmatisme pour arriver à des résultats et pour répondre aux besoins des parties, mais dans un esprit gagnant-gagnant, comme cela a été si bien dit. Ce voyage du chef de l'État congolais, sur invitation de son homologue chinois, a permis de rehausser la coopération sino-congolaise qui date de 50 ans de normalisation à un niveau stratégique et global. Et puis, j'ai l'annoncé en titre, le projet de loi portant répartition des sièges a été adopté à l'Assemblée nationale à l'unanimité des votants. Au total, 361 députés nationaux ont voté l'adoption de ce projet de loi. Quant aux députés de l'opposition, ils avaient déjà boycotté de participer au débat autour de ce texte, prélude à l'enregistrement des candidatures et à la convocation des électeurs par circonscription pour le vote proprement dit. Suivez. Voici le résultat du vote. Sur 361 honorables députés qui ont pris part au vote, 361 honorables députés ont voté oui. Aucun député n'a voté non. Aucun député n'a voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant répartition des sièges par circonscription électorale pour les élections législatives, provinciales, municipales et locales.
Il sera transmis au Sénat pour un examen en seconde lecture. Toujours dans le domaine électoral, les choses se précisent. À travers une correspondance, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula, vient de mettre en place une commission d'accréditation des observateurs internationaux qui travaillera conjointement avec la Commission électorale nationale indépendante pour la transparence lors des scrutins à venir. Enakisei. Le vice-premier ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundula Apala, a créé par arrêté ministériel signé le 5 juin 2023 la cellule d'accréditation des observateurs internationaux pour les élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales prévues en décembre. À en croire l'arrêté, cette cellule est chargée d'examiner les demandes d'accréditation soumises au gouvernement par les organismes ou personnalités indépendantes étrangères désirant observer les élections. Elle décide de l'accréditation des observateurs et transmet ses décisions à la Commission électorale nationale indépendante. Constituée des délégués des différents ministères et services publics, la dite cellule d'accréditation comprend dans sa structuration le bureau, l'assemblée plénière et le secrétariat technique. L'arrêté ministériel qu'il a créé précise que la cellule d'accréditation des observateurs électoraux internationaux, qui vient d'ouvrir ses portes, sera opérationnelle jusqu'à la fin du cycle électoral en cours. Cette nouvelle décision du gouvernement de la République intervient à quelques jours de la convocation de l'électorat pour les élections législatives nationales prévues le 25 juin 2023. Bien avant cette étape, les deux chambres du Parlement doivent doter la CENI de la loi sur la répartition des sièges qui doit être promulguée selon son calendrier au plus tard le 15 juin 2023. Et puis, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires coutumières s'est rendu à Kwamount, c'était le week-end, dans la province de Maïndombe pour se rendre compte de la situation sécuritaire sur place. Maître Peter Kazadi a fait un bon constat indiquant que l'armée a réussi à sécuriser cette partie du pays. Suivez. C'est un déplacement qui s'inscrit dans le cadre des efforts que le gouvernement consent pour éradiquer l'insécurité, notamment dans la province de Maïndombe. Sur place, après un bref entretien avec le général Bruno Mandevou, commandant en chef chargé des opérations à Kwamount, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, a souhaité que les opérations militaires se poursuivent pour traquer d'autres auteurs de l'insécurité qui, d'après la population, se sont retranchés en brousse. Maître Peter Kazadi a exhorté cette population à être le premier rempart à l'insécurité. Les problèmes de sécurité, c'est d'abord un problème de la population. Vous qui allez au champ, vous avez le privilège de découvrir certaines choses car les malfaiteurs fomentent leurs plans généralement en brousse. Mais il y a aussi ceux qui commencent des insurrections à partir du cadre familial. Mais là aussi, vous, la population, vous êtes là. Si vous êtes témoin d'une insurrection naissante, vous avez le devoir de dénoncer. Si vous ne le faites pas, nous n'aurons jamais de paix. Devant quelques insurgés arrêtés par les forces de l'ordre, le patron de la territoriale a insisté sur le fait que la force reste à l'État et aux lois du pays et qu'aucun des insurgés ne restera impuni. Une brève dans ce journal, la Haute Cour militaire a rejeté pour la deuxième fois la demande de liberté provisoire introduite par les avocats du député national Édouard Mwanga Chouchou. Une décision prise après l'interrogatoire du ministère public sur le pouvoir que peut avoir le juge de faire revenir le prévenu après l'avoir relâché pour les soins. Mwanga Chouchou et ses co-prévenus sont soupçonnés d'entretenir des liens avec les rebelles du M23. Ils sont aussi poursuivis pour trahison et participation à un mouvement insurrectionnel. Le ministère du Genre, Famille et Enfants a procédé, la ministre du Genre, Famille et Enfants a procédé au lancement de la mise en place du cadre de coordination conjointe de toutes les parties prenantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. C'était au Salon Bleu de l'immeuble du gouvernement. Cette activité a connu la participation du coordonnateur du Conseil national de l'enfant, mais aussi de la ministre elle-même. Voilà donc le reportage de Blest Kouzola et Michael Kimbuta.
Le salon bleu de l'immeuble du gouvernement a servi de cadre du lancement de la mise en place du cadre de coordination conjointe de toutes les parties prenantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. C'est mardi 6 juin 2023. Ces assises ont connu la présence de la ministre du Genre, Famille et Enfants, parraine de la cérémonie, mais aussi du coordonnateur du Conseil national de l'enfant. Plusieurs autres personnalités ont également rehaussé de leur présence à ces assises, notamment le corps diplomatique, ainsi que plusieurs organismes pour l'enfant, les personnalités politiques, publiques et administratives. Après l'hymne national, la secrétaire générale du ministère du Genre, Famille et Enfants, Esther Kamwania, a adressé le mot de bienvenue. Ensuite, le coordonnateur de droits de protection de l'enfant a eu à faire l'état des lieux sur la situation de l'enfant en République démocratique du Congo. Puis, la représentante des enfants est montée au perchoir pour s'adresser à l'auguste assemblée au sujet de la situation de l'enfant, suivi par le coordonnateur national du Conseil national de l'enfant, Jean Moulumba. Plusieurs organismes de droits de protection de l'enfant ont défilé pour adresser des mots d'encouragement, notamment l'UNICEF. L'heure était donc venue pour Mireille Massangou Mouloko Bibi, ministre du Genre, Famille et Enfants, de prendre la parole et lancer officiellement la mise en place du cadre de la coordination conjointe de toutes les parties prenantes dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'enfant. Le Conseil national de l'enfant ne peut réaliser efficacement sa mission qu'en concertation avec l'ensemble des institutions qui œuvrent dans le secteur de l'enfant. J'en appelle donc à toutes les parties prenantes, tous les partenaires techniques et financiers, la société civile, à s'approprier ces cadres de coordination conjointe et à s'impliquer dans tous les travaux de collecte des données pour la constitution d'une base fiable qui va éclairer toute l'action gouvernementale. Ainsi donc, je déclare lancer les travaux de la mise en place du cadre de coordination conjointe des parties prenantes. C'est par l'hymne national et la séance de prise de photos de famille que la cérémonie s'est clôturée. Vous suivez la grande édition de Géopolis Télévision, place à la page internationale. Révision de la loi de finances 2023 au Cameroun. Le budget de 2023 passe de 6 345 milliards de francs CFA à 6 726 milliards de francs CFA, soit une augmentation de 381 milliards de francs CFA. La mesure prise le 2 juin 2023 par le président de la République, Paul Biya, vise à mieux maîtriser la dette et accompagner les ménages vulnérables. Emi Kabea. Plan d'appui à l'économie camerounaise. Le président Paul Biya a signé un arrêté portant révision de la loi de finances 2023. L'ordonnance fait passer le budget 2023 de l'État de 6 345,1 milliards de francs CFA à 6 726,9 milliards de francs CFA, soit une hausse de 381,8 milliards de francs CFA. La mesure prise le 2 juin 2023 a pour but de mieux maîtriser la dette publique et d'accompagner le ménage vulnérable. Cette modification intervient suite à la décision du gouvernement sur de recommandations du Fonds monétaire international de réduire le budget destiné aux subventions de carburant. L'augmentation du budget de l'État représente une hausse de 367,7 milliards de francs CFA du budget général et de 14,1 milliards de francs CFA du budget de compte d'affectation spéciale. Le budget révisé prévoit par ailleurs une baisse de dépenses courantes et de dépenses en capital de près de 100 milliards de francs CFA. L'ordonnance du président camerounais Paul Biya fait partie des efforts visant à renforcer le développement socio-économique du pays. Les ressources économisées seront notamment allouées au remboursement de dettes et aux programmes sociaux. Les dépenses liées au remboursement de dettes augmentent de 308,2 milliards de francs CFA pour atteindre 1962 milliards de francs CFA, soit 30% du budget général révisé, tandis que le transfert aux ménages augmente de 125,3 milliards de francs CFA.
Le monde a commémoré le 5 juin la journée mondiale de l'environnement, un événement axé cette année sur la solution à la pollution plastique. À l'échelle mondiale, le continent ne produit que 7% des déchets plastiques, mais accumule d'importants déchets venus d'ailleurs. Rachel Misenga. Ne produisant que 7% de plastique de la planète, l'Afrique accumule au fil des années d'immenses décharges de déchets plastiques à ciel ouvert qui inondent les capitales. Face à la recrudescence des déchets plastiques, le gouvernement africain multiplie les actions en faveur de la sauvegarde de l'environnement, comme l'indique Laurent Magloire Sommet, directeur de politique et partenariat pour l'Afrique au Fonds mondial pour la nature. Dans un contexte d'inflation de matières premières, plusieurs structures africaines se mobilisent pour donner une seconde vie aux déchets plastiques. Fabrication de pavés, les biogaz, des tuiles sont quelques dérivés issus de la transformation du plastique. Autant de mesures qui tendent à ralentir l'avancée de la pollution au plastique en Afrique, qui demeure une véritable problématique environnementale et qui cadre avec le thème 2023 de la Journée mondiale de l'environnement qui se commémore le 5 juin sous le thème « Solutions à la pollution plastique ». Malgré sa faible production de plastique dans le monde, l'Afrique est le continent le plus affecté par la pollution. Plusieurs rencontres entre chefs d'État ont donné lieu à la prise en compte de réglementations interdisant l'utilisation de certains types de plastique. Mais ces réglementations ont du mal à être appliquées sur le terrain. Place à présent à la revue de presse. Cette revue de presse, nous recevons Fiston Oleko. Bonsoir Fiston. Bonsoir Patrick Ilunga. Déjà, affaire Mwanga Chouchou, la haute cour militaire a refusé au député national la liberté provisoire. Oui, Patrick Ilunga, ça vient de tomber ce soir, au début de la soirée de ce mardi, bien évidemment. Déjà, actualité.cd a titré « La haute cour militaire rejette une nouvelle fois la demande de liberté provisoire du député Mwanga Chouchou ». Selon le site internet, c'était une liberté provisoire qui a été demandée par la partie des Fonderes du député Mwanga Chouchou pour des raisons de santé précaires afin de lui permettre de répondre aux différents rendez-vous médicaux. Le 14 mars déjà, le site internet rappelle que la Haute Cour avait rejeté la demande de mise en liberté provisoire introduite par le prévenu. L'officier du ministère public s'interrogeait déjà quant au pouvoir que peut avoir le juge congolais de faire venir le prévenu s'il était relaxé et se rendait à l'étranger pour des soins de santé. Et puis, à travers la presse, parue ce matin à Kinshasa, les journaux, en tout cas, se sont intéressés à la visite du chef de l'État et ces journaux remettent le pendule à l'heure quant au contenu de ce déplacement. Oui, Patrick Ilunga, déjà, l'avenir a titré sur sa manchette, les contrats chinois n'étaient pas à l'ordre du jour. L'objectif, dit le journal sur ses colonnes, de cette visite en Chine n'était pas de négocier la convention sino-congolaise. Non cessé d'insister Christophe Lutundula, Patrick Mouyaya et Nicolas Kazadi, respectivement vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, ministre de la Communication et médias et ministre des Finances devant la presse ce lundi. Et Patrick Ilunga, sachez que sur le même sujet, Forum des As a titré « Difficile de faire sans la Chine », reconnaît le gouvernement congolais. Et au cours du même exercice de redevabilité, Nicolas Kazadi a indiqué par ailleurs en toile de fond de cette visite, il y avait quelques différends liés à quelques investissements, mais ces différends n'étaient pas l'objet des discussions. Signale le journal Forum des As, ces différends ont été traités avant d'aller en Chine. Le problème avec TFM avait déjà été résolu. Il reste celui des 6 communes. Encore le ministre des Finances poursuit le journal de l'Humité 11e rue. Il était important de poser le cadre dans cet esprit de renouveau dans la relation, a dit Nicolas Kazadi, en concluant qu'aujourd'hui, à l'échelle mondiale, c'est difficile de faire sans la Chine. Et puis, nous allons terminer par cette autre affaire, en tout cas les griefs retenus contre Salomon Kska Dela sont dévoilés.
Oui, cher Patrick Ilunga, la presse congolaise s'est aussi intéressée à ce dossier lié au plus proche collaborateur de Moïse Katumbi, membre du parti Ensemble pour la République. Le site d'information Radio Okapi a titré déjà ce matin Salomo Idi Kalonda, poursuivi notamment pour atteinte à la sûreté de l'État, selon les médias onusiens. Devant la presse, hier lundi 5 juin, le colonel Kangolingoli, conseiller juridique à l'état-major de renseignement militaire, a cité 3 griefs à charge de ce cadre du parti de Moïse Katumbi, à savoir détention illégale d'armes à feu et de munitions de guerre, incitation des militaires à commettre des actes contraires à leur devoir de discipline, atteinte à la sûreté de l'État. La Prospérité a rebondi sur le même sujet pour signaler que Salomon Escadela sera déféré devant la justice militaire. L'auteur a pris cet extrait des déclarations du colonel Kangolingoli qui a fait savoir en effet M. Salomon Kalonda, un civil, était pourtant porteur d'une arme à feu. Le jour de la marche du 20 mai 2023, le journal poursuit en disant qu'il était en contact avec le M23 pour renverser le pouvoir de Kinshasa et y installer un Katangé d'ICO gradé des renseignements militaires. Voilà tout pour aujourd'hui, Patrick Ilunga. Merci beaucoup, Fiston Leko. C'est la fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Le gouvernement de la RDC revient sur le voyage du président Félix Tshisekedi et de sa délégation en Chine. En croire Christophe Lutundula, Nicolas Kazadi et Patrick Mouyaya, ce voyage ne s'est résumé pas à la renégociation du contrat chinois. Et puis, vous l'avez également suivi, le projet de loi sur la répartition des sièges a été adopté à l'unanimité à l'Assemblée nationale. C'était sans l'opposition parlementaire. À l'international, la loi de finances au Cameroun connaît une légère hausse. Elle passe de 6 345 milliards de francs CFA à 6 726 milliards de francs CFA. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.